J'ai fait à 19 ans, il faut, c'est comme, soit c'est progressif, un peu comme un oiseau qui est dans sa coquille et qui va s'étirer petit à petit, soit tu mets une patate et tu sors d'un coup. Moi, c'est très simple, je sors de Sarcelles, lycée, collège Persan-Beaumont, collège ZEP, lycée Beaumont-Sauvage, lycée ZEP, DUT Sarcelles, ZEP. Je finis ça, je fais ok, il y a un moment, il faut sortir de ça. J'ai pris la carte de la France, j'ai regardé Pau, ville la plus loin de Paris. J'ai dit je vais là-bas et je me casse. Contact, épisode 1, Certes Mathurin. Bon, certes. Oui, Charles. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité dans cette voiture. Ça me fait vachement plaisir que tu sois là pour qu'on parle de ton itinéraire, d'où tu viens, où tu vas. Et on va où là? On passe par Barbès. Bon alors, Dis-moi Charles, on est entre nous là. dis-moi Dorito. Toi, t'es qui? Certes. Tu peux te présenter? Je suis qui? Je m'appelle Certes Mathurin, j'ai 34 ans. C'est l'âge où quand tu commences à réfléchir exactement à l'âge que tu as. Ouais. 34. Attends, juste, excuse-moi, Ouais, Certes, dis-moi. c'est Ouais. ton prénom, Certes. Ouais. Ah, tu veux faire cette blague comme si on se Non, connaissait bah, pas? comme tu l'as fait à chaque Je la fais plus. Ça fait des spectacle, on va années plus que je en la fais plus, parler. cette blague. Mais bon, il y a peut-être encore en France des gens qui ne te connaissent pas. Et ils sont nombreux. Et non, ils sont pas très nombreux, mais pour cela, voilà, il s'appelle vraiment Certes. Ouais, Certes, c'est mon prénom. Sans S. C-E-R-T-E. Ok, bah, je te Prénom laisse est un continuer. verbe avec une faute d'orthographe. Dis-moi qui tu es. Ma première blague. Donc ouais, je suis humoriste, producteur de spectacles. Donc ça, c'est mes deux activités principales, celles qui me tiennent vraiment à cœur. Je suis président d'un club d'échecs également, donc je transmets le jeu d'échecs en banlieue parisienne et en Haïti. Donc, Là d'où tu viens. ouais, là d'où je viens. Ouais. L'idée, c'est peut-être d'aller dans d'autres départements. Et il y a déjà pas mal à faire avec le Val d'Oise. Donc là d'où je viens. Donc Persan, Berne et Goussainville, essentiellement. Et pourquoi les échecs? C'est un truc que j'ai appris quand j'étais très jeune. J'étais au collège, c'est un dealer de ma cité, je sais, qui m'avait appris à jouer. Et j'ai adoré le jeu, le côté réflexion. Et rapidement, j'ai continué à jouer. Je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient jouer. Et j'aimais bien avoir un jeu que les autres ne maîtrisaient pas. Ouais. Il y avait un côté un peu gratifiant de savoir faire quelque chose. C'est un peu égoïste, un peu individuel. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce jeu m'a... Grâce à cette singularité qui est que l'essentiel des gens ne savent pas y jouer, donc peut-être maintenant un peu moins avec le jeu, le Queen of Gambit là sur Netflix, vu le nombre de jeux d'échecs qui ont été vendus, mais je me suis rapidement rendu compte en entretien, dans ma jeunesse, en date, que putain, je sais faire un truc que beaucoup de gens... ouais, si tu vas à la Barbès... Tout droit ou à gauche? Gauche, ouais, tu vas à Ouais. gauche. À ouais, la deuxième à gauche. non, cette tu peux pas. Ah oui, c'est vrai qu'on est en voiture. Moi, je suis un mec des vélos, de la trottinette, donc... Bon, dès que je peux, je vais à gauche, quoi. ouais. Je te laisse continuer sur l'échec. Donc, ça te distinguait de la masse. Ouais, il y avait ce côté-là. Deux, c'est un truc, je me suis rendu compte que c'est un jeu de, enfin, maintenant je le sais, c'est prouvé scientifiquement, et depuis le temps, maintenant ça fait 20 ans que je pense que je joue à ce jeu-là. Le développement intellectuel, la capacité de prendre des risques, le jeu d'échecs, c'est que tu analyses des coups, et ensuite tu choisis le meilleur coup, et si jamais le coup est pas bon, bah, tu dois trouver un autre coup derrière. En fait, c'est un état d'esprit que ce jeu m'a donné, même dans la vie. Cette notion de prendre des risques, de calculer, d'analyser, d'avoir un 10, 5, 3 en fonction de coup d'avance. C'est le jeu d'échecs, je pense, qui m'a permis d'avoir cet état d'esprit-là. Et en fait, en grandissant, il y a 5-6 ans de ça, avec mes sœurs, on s'est dit, pourquoi on n'apprend pas ce jeu-là aux enfants en banlieue? Parce qu'en plus du fait que le jeu en lui-même est bien, ça a une belle image. Le jeu d'échecs, c'est un des jeux, on l'appelle le roi des jeux. Ouais. La banlieue est souvent très discréditée. Et j'ai voulu associer ces deux trucs-là qui avaient soi-disant rien à voir ensemble. En fait, si, il y a bien à voir. Donc aujourd'hui, je transmets le jeu d'échecs à plein d'enfants en banlieue pour qu'en fait, ils se rendront pas forcément compte à l'âge qu'ils ont, mais qu'ils sont en train d'acquérir un savoir qui est presque millénaire. Et en plus, qui n'est pas non plus l'apanage de beaucoup de gens. Et pour leur confiance en eux, ça peut être très important. En fait, tout ça, c'est une question de confiance. Montrer que c'est pas parce que tu n'as pas de thunes, que tu as moins de chance dans la vie, que tu ne peux pas apprendre à jouer à ce jeu-là. Souvent, j'entends, ouais, les petits, mais c'est un jeu de riche, je peux pas jouer, c'est un jeu de riche. Et ça, c'est une barrière mentale que j'essaie au maximum de briser en leur apprenant à 6-7 ans. Fait, non, mais tu te rends compte qu'en fait, tu sais jouer. Hein. En fait, tu te rends compte que tu peux jouer contre n'importe qui. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils peuvent, c'est l'un des seuls
seul sport, parce que c'est considéré comme un sport, où les enfants peuvent jouer contre des adultes et battre des adultes. Et pour la confiance en soi de l'enfant, c'est hyper intéressant et hyper stimulant. Donc l'idée, c'est voilà, de créer une petite armée de petits avec de la confiance. Parce que dans ce monde un peu compliqué, si tu n'as pas de confiance en toi, Les endroits où tu as développé ça pour te lancer, ouais. bah, c'était 2 endroits d'origine, si je ne m'abuse. Ouais, Persan et Haïti. c'est ça. Et tu veux donner particulièrement à ceux qui grandissent là où tu as grandi pour Persan, là d'où tes parents viennent pour Haïti. Il y a un truc qui m'énerve un peu, comme beaucoup de gens, c'est l'inégalité, c'est l'injustice. Et elle se réduira uniquement quand ceux qui ont moins de chance auront plus d'opportunités pour rééquilibrer. Le but, c'est pas un combat, c'est juste simplement que j'essaye avec mes petites armes, d'aider ceux qui ont besoin, qui sont victimes d'injustice ou d'inégalité pour pouvoir rééquilibrer la balance. La balance, elle est très déséquilibrée. Donc, et en créant des petits jeunes qui ont de la confiance en eux, ça ne va pas se voir en 2-3 mois, mais au bout d'un certain temps, ça va se voir en fait, ce rééquilibrage. Il y aura peut-être plus d'entrepreneurs, plus de petits qui resteront à l'école. Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'à long terme, le rééquilibrage il se fera. Et on l'a évoqué rapidement, mais toi, si je te demande, là, je te connais pas, Ouais. je te demande d'où tu viens. Je viens de banlieue. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne, donc je suis français. Je suis né à Clichy dans le 92. Je suis haïtien d'origine. Mes parents sont arrivés dans les années 80 d'Haïti. Ils ont quitté la dictature de Duvalier. Et donc ils sont arrivés en France avec rien du tout. Enfin, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les passeurs, tu connais une personne qui t'envoie, tu dois payer la personne. Et ils sont arrivés à Barbès dans des foyers où ils vivaient avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai un souvenir à Barbès quand j'étais tout petit. Il y a une photo que ma mère m'a montrée il n'y a pas très longtemps où en fait c'est vraiment des trucs insalubres. Et le fait l'appartement est tombé. Le plafond de l'appartement est tombé. Ah, genre Marseille, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi Marseille. Parce qu'il y a plein d'appartements, d'immeubles insalubres qui ont fait l'actualité récemment, qui s'écroulaient. Ouais. Et apparemment, c'est un peu un sport. Je dis ça parce que j'aime bien me mettre des taquets à Marseille où vit toute ma famille, alors que je suis supporter du PSG. Et il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent et qui sont absolument pas entretenus. Ouais, mais c'est. Marseille, quoi. C'était ce qui s'est passé ici à Barbès. Ouais. Et que ma mère, en fait, quelques secondes avant que le plafond tombe, elle me prend dans ses bras sans le savoir, c'est tombé vraiment d'un coup. Et elle me dit que 5 secondes après, le plafond est tombé sur mon berceau. Il y a une photo où tu vois des grosses pierres sur mon berceau. À 5 secondes près, j'aurais pu crever. Barbès, j'ai toujours eu ce côté un peu fort avec Barbès. Je suis un survivant un peu de Barbès. J'ai beaucoup gardé ce lien avec Barbès, ce côté nord de Paris. J'ai vécu à Barcalais-Poissonnier, Barbès, pendant un long moment. Barbès, c'est un peu je sais pas, comment dire Barbès, ce que c'est pour la France. Parce que tout le monde connaît Barbès. Ouais. Tout le monde connaît Barbès. C'est. Barbès me monte à la tête. Je suis pas sûr que ça soit une de tes références. Non, c'est Paris. C'est pas la banlieue, Barbès, c'est Paris. Mais c'est Paris. C'est l'endroit. Je sais que par exemple, moi j'ai travaillé aux Galeries Lafayette. Et donc on avait beaucoup de tourisme asiatique, chinois. Et ils avaient des cartes où on leur disait de pas aller à Barbès. Et à ce côté-là, c'est fou ce côté. Non, faut pas montrer Barbès aux touristes. Alors que ça fait partie de Paris, alors que c'est un quartier hyper dynamique de Paris. Donc parce que c'est plein d'immigrés et c'est un quartier qui est je vais pas dire le mot qui appartient aux immigrés, c'est pas du tout le cas parce que tu vas derrière les beaux commerciaux de Barbès, les beaux commerciaux, les beaux d'appartements. T'inquiète, il appartient aux Français, hein. Ou même aux Chinois, aux Russes. C'est pareil quoi. Donc il y a ce côté intéressant de Barbès. Parce qu'après, j'ai travaillé au McDonald's de Pigalle, qui est un peu plus loin sur le boulevard. Il est arrivé beaucoup de touristes qui ont déjà fait voler là-bas. On va pas nier les faits. Mais en fait, ça, c'est un fait qui est universel. Pauvreté égale délinquance. Il n'y a pas de miracle. Tu vas dans n'importe quel endroit de la Terre. C'est la pauvreté emmène de la violence, de la délinquance. La Révolution française, c'est pas les mecs riches qui l'ont créée, hein. C'est des mecs pauvres qui n'avaient pas de thunes, qui n'avaient pas bouffé. Donc violence, pauvreté, violence. Après, c'est un peu plus poussé que ça. Mais en fait, il y avait des bourgeois. Il y avait des bourgeois, mais ceux qui ont fait le bordel. Oui. Les bourgeois, c'est comme. D'ailleurs, c'est un autre truc, ça. C'est sur les. Peut-être on en parlera. Des espèces de révolutions, ou des espèces d'avancées. Par exemple, si on prend la cause black, il faut de tout en fait pour le faire. Quand il y a un truc à avancer.
ce qu'on peut appeler une révolution, il faut des violents, il faut des gens qui pensent. Les gens qui pensent de la révolution, oui, c'était les bourgeois qui ont pu créer la constitution et faire toutes ces choses-là, mais c'est la violence qui a fait que le truc a pété. Il faut de tout. Que le pouvoir a eu peur. Et le pouvoir, si les gens n'ont pas peur, rien ne changera. Hein. Tu m'as parlé de Barbès, tu m'as parlé de zone géographique. Ouais. Et je voulais te demander si ça signifiait quelque chose de vraiment important dans ton identité. Ces origines de quartiers archi-populaires, principalement immigrés comme Barbès. C'est pas que, en fait, c'est pas que ça veut dire quelque chose genre, ouais, je suis d'ici, je représente, nanana. Il y a ce côté-là, je pense que c'est pas la majorité chez moi, mais c'est hyper naturel, je pense. Tout comme les Bretons, c'est hyper, on peut utiliser le mot communautaire. Enfin, t'es fier, en fait, c'est un sentiment d'appartenance, t'as créé des liens avec des gens pendant des moments de ta vie où tu te construis. Donc en fait, tu te construis avec les murs qui sont autour de toi, avec les gens qui sont autour de toi. Donc le déracinement de l'endroit où tu as grandi, il est très compliqué. C'est presque, si tu te déracines, c'est presque un rejet. C'est quoi typiquement les endroits où tu te sens à ta place? Et au contraire, typiquement les endroits où tu te sens pas à ta place? Je me sens à ma place, à Barbès, je me sens à ma place, grave. Dans le centre de Paris, je me sens à ma place. Mais pourtant, c'est plus bobo, entre guillemets. République, Gare de l'Est, le canal, je me sens à ma place parce qu'il y a ce côté effervescence, il y a ce côté, tu sens une atmosphère de mélange accepté. Mais un quartier full black, je suis pas sûr que je me sentirais à ma place. Un quartier full blanc, je suis pas sûr que je me sentirais à ma place. Là, on vient de passer devant Château Rouge. C'est pas un quartier full black. T'as juste à tourner, tu vas à la rue Custine à la gauche, c'est pas un quartier full black. C'est pas vrai. C'est un quartier, c'est mélange. Tu prends la droite et la gauche de ce trottoir, c'est pas la même population. Et tu crois que qu'est-ce qui nous détermine le plus? C'est d'où on vient géographiquement, les quartiers où on est passé, ou notre classe sociale? Je pense que, en fait, en fonction du moment de ta vie, ça dépend. Quand tu es jeune, c'est forcément le lieu dans lequel tu es. Parce que t'as pas d'autre. T'as connu que ça, donc tu peux pas te rattacher. Même un bourgeois, hein, tu prends un bourgeois et un riche. Moi, j'ai des potes quand j'étais petit, c'était des bourgeois. Mais en fait, on s'en fout de ça. T'es juste ensemble au même endroit. Donc tu t'es plus attaché. Tu penses ça, même, excuse-moi, je te coupe, mais même maintenant où les petits jeunes, ils sont sur leur téléphone? Peut-être moins maintenant, parce qu'il y a ce moins malheureusement. Si en fait, ce qui faisait oublier l'argent ou le truc, c'est le fait de faire avec les gens. Ouais. Si tu le fais pas, tu t'en rappelles. Hein. Mais si tu fais, quand tu es sur un terrain de foot, tout le monde a le même maillot, entre guillemets. Donc là, t'en bats les steaks. Hein. Si le petit, il est fort, si c'est un petit blanc, il est trop fort. Si c'est un petit blanc, il est trop fort. C'est un grand Renoir qui est sur des costauds, qui est claqué au sol, il est claqué au sol. À ce moment-là, il n'y a pas de. C'est pas. Ce qui va compter, c'est tes compétences intrinsèques de toi. Donc. C'est ce qui faisait dans la jeunesse, là où tu grandis. En grandissant, tu as d'autres éléments qui viennent en compte. L'argent vient en compte parce que tu vas au même. Quand tu es jeune, c'est un truc tout bête, un jeune, il veut manger des trucs gras. Donc même si tu as de la thune, tu iras au grec ou au tacos. Et tu vas pas aller au Four Seasons, au Fouquet's quand tu as 15 ans. Tu vois, ça ne t'intéresse pas. Tu vas pas prendre de. Donc, et en grandissant, tes goûts s'élargissent et ton envie d'appartenance, je pense, se développe. Et ce qui fait que là, tu commences à consommer différemment. Et c'est là où les distanciations, elles se font. Quand on en avait parlé avant, à un moment, je t'avais dit d'où tu viens. Et tu m'avais dit, hey, tu veux savoir d'où viennent mes parents? Ouais. Et tu m'avais dit que si j'avais été noir, ouais. Tu m'aurais répondu différemment. Tu m'aurais dit, ouais, je viens d'Haïti, ouais. Un noir, alors qu'à moi, tu vas me dire, je viens de Persan. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi cette différence de façon de te présenter? Ça, c'est. Je pense que c'est simplement la connaissance. Un truc tout bête. Je prends un Uber avant de venir ici. Le chauffeur, c'est un maghrébin. Et on discute et tout. Et on dit, on voit qu'il y a des bouchons et tout. Et on me dit, putain, on parle du bled. Le bled, quel que soit le pays dans lequel tu viens, si c'est pas de la France, c'est le bled. C'est une notion très large. Et il me demande d'où je viens. Mais je sais qu'il ne me demande pas d'où je viens si je suis un mec du 9-3 à ce moment-là. Je sais qu'il veut savoir d'où je viens, de quel pays. Et en fonction de. En fait, ça dépend vraiment beaucoup de la personne qui est en face de toi. Si je parle avec un blanc, souvent ça va être le pays. Parce que la notion de département, elle est pas forte. Alors que si tu parles à un banlieusard, t'es un mec d'où toi? T'es un mec du 9. Ah, t'es un mec de Cergy. Ah, moi je suis un mec d'Argenteuil. Ça dépend. C'est même pas. Je pense que c'est.
il y a quelques années, je l'aurais dit de manière un peu négative. Aujourd'hui, je pense que c'est simplement socio-démographique comme question et spatial temporel en fonction du truc. Mais la réponse à Haïti, la question est d'où tu viens. Quand je parle à des gens un peu vieux ou quand je parle à des gens qui savent que je suis banlieusard, parce qu'en fait, un truc tout bête, un banlieusard, il sait que tu viens de banlieue. Donc, il n'a pas besoin de te poser cette question. Il sait, si tu veux parler de tes origines, tu parles tout de suite de ton pays. Donc voilà, à peu près. Et je te pose cette question parce que moi j'ai été assez marqué, et c'était Dis-moi. négativement. Ouais. J'ai pas mal suivi, comme beaucoup de monde, Jamel Debbouze, j'adore, il me faisait beaucoup rire. Et je l'ai entendu plusieurs fois dire à la télé, j'en peux plus qu'on me demande d'où je viens. Je suis français comme vous tous. La seule fois de ma vie, il y a 2 ans, où je vais le voir sur scène, Ouais. à Ivry, Ok. donc une ville super mélangée. Et ben, il fait monter quelques enfants sur scène. Première question qu'il pose à la petite. Ouais. Tu viens d'où? Du Ouais. Maroc. Ah, et il joue des clichés. Et je me dis, moi, ça m'a choqué. Et en même temps, je l'ai compris. Hein. Ça fait réagir. Bien sûr. Il interagit avec son public. Mais devant un public principalement de blancs, au journal télévisé de France 2, il va dire, ceux qui me demandent d'où je viens, c'est des racistes. Et en même temps, il en joue sur scène, Sur scène, ouais. pour interagir avec son public. Cette scène à Ivry, en plus, je me souviens, c'est en extérieur. Oui. Ouais, très difficile pour un humoriste de faire ça, même si c'est Jamel Debbouze qui est pourtant un mec qui a une grosse expérience. Donc je ne vais pas justifier qu'il ait posé cette question, mais c'est clairement une branche pour te rattraper. Ouais. Alors des fois, et après des fois en sortant de scène, tu fais putain, t'as honte de toi, tu fais pourquoi j'ai fait cette blague là. Mais parce que, bon, ok. Il fallait bien raccrocher le public, quoi. Ouais. Ok. Mais le fait qu'ils le disent à la télé, je pense que je vois ce qu'il veut dire parce que dans l'inconscient collectif, quand t'es pas blanc, clair de peau et rose quand il fait chaud, t'es pas français. Dans l'inconscient collectif, dans la notion de. Tu Ouais, crois c'est un Français encore en pur. 2021? Il y a la truc de français pur souche. Ouais. C'est bien sûr. Dire que le racisme n'existe plus aujourd'hui, c'est complètement faux. Tu veux que je te montre un truc là, en live? Je te montre un truc aujourd'hui que ma pote elle m'envoie. Tu montres à la caméra. Ouais, je montre Et à moi, la je caméra regarde en aussi. live. Ok, tu vas le découvrir. Aujourd'hui, hein, elle va à la boulangerie à Nemours, donc une ville, truc. Elle va à la boulangerie et elle tombe sur Bamboula. Alors que les têtes de nègres ont été interdites, c'est quoi ta communauté? ma Ou communauté. tes communautés? Je pense que je fais partie de plusieurs communautés. La première, c'est la communauté de l'âge. Je suis un trentenaire des années 80, la génération Dragon Ball Z, la génération Prince de BR, la génération donc Club Dorothée. Donc ça, je pense que la génération est une communauté. On est tous très générationnels. Quand je parle avec un petit qui a 16 ans, on n'est pas la même communauté. Hein. Que ce soit un blanc, un noir, un haïtien, c'est pas la même communauté. L'âge, donc la première, c'est l'âge. Ouais, mais l'âge, en fait, c'est les références culturelles. Ouais, mais ça crée une communauté. Une communauté, Ouais. la communauté, elle se crée sur un élément. Ça peut être la religion, la couleur, le sexe. Ça peut être plein de l'obédience politique. Ça peut créer une communauté. Tout est une communauté. Je pense, c'est un groupe de personnes reliées autour d'un élément. Donc, Ou de ok, deux. années 80. Donc la communauté des années 80, les gens qui sont la dernière génération on a grandi sans internet, donc celle-ci, ce que je pense que je préfère, le hip-hop à l'ancienne et tout, j'aime pas sans dire la phrase, c'était mieux avant. L'autre communauté, je pense, j'ai la communauté artistique, je suis un artiste. Aujourd'hui, c'est une communauté que c'est un monde que je connais de plus en plus, et qui je me rends compte que je traîne de plus en plus avec que des humoristes ou des gens qui sont dans le milieu, parce qu'en fait tu fais le même métier, donc tu traînes qu'avec eux. Avec les Haïtiens un peu maintenant, parce que j'ai ouvert une nouvelle société qui est une société d'import-export. Donc hier soir, j'étais avec un artiste haïtien et donc on va travailler ensemble sur l'import-export parce que j'exporte des produits d'Haïti en France. Donc ça fait que je bosse beaucoup avec Haïti, donc j'ai de plus en plus mes amis, mes partenaires haïtiens, ma famille également. Donc et voilà, mes trois. Je pourrais pas te dire la banlieue parce que je traîne plus avec les gens avec qui j'étais quand j'étais jeune. Je les vois plus. En fait, c'est là où tu te dis que c'est fort pendant un moment et après, si tu as d'autres intérêts de vie, tu en sors en fait de cette communauté. Et les gars avec qui j'ai grandi, je les vois plus, on dirait, même c'est même un peu triste.
Parce que c'est genre comme si on s'était pas connus. Alors qu'on faisait des foot pendant 10 heures d'affilée ensemble, et c'est comme si on se connaissait plus, ou c'est ce côté, ouais, t'as changé, alors que t'as pas changé réellement, c'est juste que bah, t'as moins d'intérêt communautaire avec la personne, donc en fait, mais c'est pas, je pense que c'est... Ouais, c'est les affinités, C'est quoi. les affinités, ouais. Ouais. J'ai un pote humoriste qui dit cette phrase très bête, qui est une blague, il est très drôle, il s'appelle Noman Osni, et il dit, ouais... j'ai traîné avec des mecs pendant longtemps et tout. Et un jour, j'ai arrêté de fumer. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous avec eux? Et en fait, ils étaient potes parce qu'ils fumaient ensemble. Mais en fait, si tu arrêtes ça, bah, en fait, ton point commun, il n'existe plus. En fait, et c'est comme ça qu'en fait, tu peux sortir. Avant, j'étais du foot tout le temps. J'allais en five et tout. J'en fais plus maintenant. Bah, en fait, l'amitié se termine. Ouais, et bientôt, tu vas être dans la communauté des fats. Des gros Tu penses que les gros, ils traînent entre eux? Est-ce que tu retrouves ce qu'elles sont vraiment Ouais. quand tu regardes la télé, quand tu regardes les médias, les réseaux sociaux? Non. La télé, non. Clairement, non. La télé, c'est un espèce... Moi, en fait, la télé, je la connais en tant qu'artiste, ce que j'en fais. Et la télé, c'est fabriqué. Enfin, même quand je joue un sketch et qu'il passe à la télé, j'ai l'impression que c'est pas moi, presque. Donc, il y a une espèce de c'est un miroir déformant, la télévision. Non, la télé n'est pas un reflet d'une société. La télé est un reflet d'une vision commerciale que les gens veulent donner. Donc, je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas de télé depuis 2008. Moi, je le vois parce que bah, j'ai la chance un peu d'être dedans et d'être dehors. Mais je pense que beaucoup de gens ne le voient pas. Et même quand t'es enfant, c'est un peu la télé, c'est le Graal. Ah, t'as pas fait de télé. On pense qu'à la télé, les gens sont riches. On pense qu'à la télé, les gens sont beaux. Mais c'est un peu faux. À la télé, ces gens sont moches. Pour ceux qui sont moches, c'est encore plus moche. Ceux qui sont pauvres, vous en avez encore plus pauvres. Donc la télé, elle est marseillaise un peu. Elle exagère un peu. Ouais. Et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Les réseaux sociaux, il y a des choses très positives. Moi, je les utilise un peu, mais professionnellement, essentiellement. Mais pas plus. En fait, c'est très très vite sur Instagram ou Facebook. Je m'en suis rendu compte, c'est que c'est l'inverse de la télé. C'est primitif. La télé est structurée, les réseaux sociaux sont primitifs, les réactions sont primitives. Et Blanche Gardin qui faisait un sketch sur ça, elle dit qu'on dirait quelqu'un, il met un commentaire, on dirait que on dirait une espèce de Roland qui sort. C'est que c'est exagéré, mais dans l'autre sens, souvent négatif. C'est exubéré, je sais pas si c'était exubéré. Mais c'est pas mal comme invention. Exubéré, donc deux exubérances. Moi, par exemple, j'ai eu un bad buzz. J'ai fait un sketch sur une télé belge il y a 4 ans, en 2017, je crois, comme ça. Il y a une blague où je dis Haïti avec le vaudou, c'est un pays taré. Et cette blague-là, il y a 4 ans, elle n'a aucun problème. Ah, je plein d'ajouts, salut, trop cool, nanana. Cette blague sort cet été, après le mouvement Black Lives Matter, enfin, sachant que le mouvement Black Lives Matter est beaucoup plus ancien que cet été, mais il a pris beaucoup d'ampleur à cause de la mort de George Floyd. Donc ce sketch repasse. J'ai signé un contrat sur 10 ans, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans me le dire. Le sketch repasse cet été, et moi je le sais pas, parce que j'ai signé le contrat. Et je vois que j'allume mon téléphone, et je reçois des milliers de messages d'insultes. Espèce de pauvre merde, suceur des blancs, tes ancêtres ils doivent avoir honte de toi, mais une acharnement de haine. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Je lis les messages et en fait, je vois en fait que, et paradoxalement, j'ai beaucoup d'ajouts également sur les réseaux. Donc j'ai de la haine et beaucoup d'ajouts. Donc c'est là en fait, c'est hyper, la même phrase peut avoir deux connotations. Et en fait, je vois en fait les gens, en fait, parce que j'ai dit, ouais, Haïti, c'est un pays taré à cause de sa religion. Et les gens me pensaient que j'étais contre Haïti, contre le vaudou, contre tout ça. Et donc, je me suis fait insulter de tout bord. Et c'est ça les réseaux sociaux aussi. Parce qu'en fait, c'est le but. C'est Instagram, c'est du like, c'est du swipe, ça va vite. Donc, c'est souvent pas hyper réfléchi. Tu as juste, moi, sans me faire mon propre avocat, tu regardes mes réseaux, tu regardes mon site, tu regardes ce que je fais pour Haïti, truc. Tu te rends compte que j'aime le pays. Tu te rends compte, c'est pas très compliqué de voir que j'aime le pays et que j'agis plus. Mais analyser sur une seule phrase, et c'est ça que les réseaux sociaux permettent de faire, c'est qu'elles ne laissent personne. Les gens qui utilisent les réseaux, qui s'informent via les réseaux, ils ne lisent pas beaucoup. C'est pas analysé. C'est pas analytique, c'est primitif, c'est instinctif. Et c'est ça le vrai problème. Le problème qu'il y a, je pense, avec les réseaux ou même la télé, c'est qu'on est dans une période où on ralentit. On accélère le temps, on a de moins en moins de temps parce qu'on a de plus en plus de choses à faire, et ce qui fait que tu analyses beaucoup moins. Et c'est quoi, parce que la télé comme les réseaux sociaux, notamment Instagram que tu as beaucoup cité, fonctionnent à base de clichés. Ouais. C'est quoi les clichés
qui t'énerve le plus par rapport aux différentes communautés que tu as citées? Qui se dit banlieusard, celui-là il me fait mal à la tête. Il est catastrophique celui-ci. Tu rates ta vie si tu vis en banlieue. C'est quand même assez hallucinant. T'habites où? Ah, c'est quand même. Si demain tu gagnais 2 fois plus J'ai d'études, habité à Paris, je suis sorti de Paris pour aller en banlieue. et pourquoi? Parce que je suis bien mieux là-bas. Et Parce pourquoi? que là, c'est même pas du fait de. Ouais, déjà, première chose, c'est que j'ai plus rien à prouver. Enfin, ça, c'est personnel. C'est pas que j'ai réussi, je suis le meilleur, très loin de là. C'est que j'ai réussi à me dissocier du regard des autres. Et toi, tu kiffes être retourné vivre en Ouais, banlieue? parce que pour un truc très simple, c'est beaucoup plus calme. En fait, j'ai une vie déjà très speed. Paris, c'est trop speed. En fait, ça fait du bien de rentrer chez moi. Chez moi, j'entends rien. Ouais. Je marche, il n'y a personne. Et en fait, pour mon bien-être mental, j'en ai besoin pour pouvoir créer, écrire. J'ai un petit jardin. Et en fait, ça fait du bien. Le cliché d'Haïti sur Haïti, ceux-là, ils sont vraiment. C'est quoi les clichés sur Haïti? C'est que c'est un pays qui est irrattrapable pour les gens. Ils ont l'impression qu'Haïti, c'est un pays catastrophique où il n'y a rien qui va, où tout le monde meurt de faim, que le séisme a tout détruit. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un pays qui a 15 millions d'habitants. Les gens, ils pensent que Haïti, c'est la Belgique. Tu sais, c'est pas non plus minuscule. Mais dans la tête, il y a un décalage entre Haïti, la Guadeloupe, la Martinique. La Martinique, c'est Bordeaux. Haïti, c'est la Belgique. Enfin, tu vois, il y a 400 000 habitants en Martinique. Il y a 15 millions d'habitants presque. Donc déjà, c'est pas comparable. Mais déjà, dans l'esprit des gens, ça l'est. C'est un peu ce que j'essaye de faire avec les échecs, c'est que tant que les gens n'auront pas, c'est comme l'argent, la création monétaire, pourquoi on fait confiance dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre? C'est parce qu'ils ont une monnaie crédible, de confiance. Et la valeur d'un pays va sur la confiance. Ok, les États-Unis, on a confiance. Haïti, on n'a pas confiance. Donc on n'aura pas confiance, le pays ne pourra pas aller mieux. C'est très dur de rattraper la confiance déjà de tes habitants et des gens extérieurs. Moi, quand je dis je fais des trucs en Haïti, je me dis mais pourquoi tu travailles en Haïti? Donc ça fait que tu as plus à travailler pour rééquilibrer cette confiance. Et ça m'embête parce que les préjugés rendent le travail plus difficile. Donc, faut se battre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des échecs en Haïti. Parce que je me dis, tiens, peut-être que si j'arrive à développer les jeux d'échecs en Haïti, et qu'il y a peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, le prochain champion du monde d'échecs, il sera haïtien. Eh ben, ça va mettre une claque. Putain, de ce pays-là, ils ont réussi à créer un génie. Et ça, c'est les petits trucs qui font que la confiance peut se créer. Donc, en fait, je travaille pour créer cette confiance. Donc, le mal principal lié aux empires coloniaux, ça a été de saper la confiance des populations. Ah ouais, la confiance, ça c'est un truc, mais enfin, des fois j'entends la phrase, mais on n'est plus esclavage, plus aux colonies, franchement, mais en fait les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un viol mental qui a été fait, qui est colossal et qui va prendre des siècles à se rétablir. Mes parents, je ne peux pas leur dire que j'entreprends pour eux, je dois aller travailler et c'est tout, baisser ma tête. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont été élevés et qu'ils voient un peu l'Occident. Tu me dis, c'était un viol mental et pourtant les gens sont venus vivre chez leur violeur, considérant qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Ouais, parce que le violeur, il t'a donné à manger, et donc si t'as encore faim, tu vas retrouver le violeur. Même si tu sais que c'est pas ouf. Dans les médias ou les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des endroits où toi tu te retrouves, toi et tes différentes appartenances, et où tu trouves que ce qui est raconté est juste? Ouais, il y a le média d'ailleurs, Mediapart que j'aime bien, Osons causer, t'as des Eureka qui sont des chaînes qui arrivent à, et c'est même pas c'est indépendamment de la couleur, arrivent à trouver l'universalité en fait. Et c'est très intéressant et je pense que c'est un vrai travail. Des artistes également, des artistes que j'aime. Mais là, tu m'as parlé quand même de médias. Je connais pas Eureka, mais en tout cas, Osons causer et le média qui est créé par la France Insoumise, ils sont très à gauche. Ouais, bon, le truc gauche-droite, on continue à le dire. Non, mais tu dis c'est universel. Ouais, mais quand je dis oui, c'est vrai qu'il y a une opposition quand même. Mais en même temps, est-ce que j'ai l'impression que pour être un média, je réfléchis? Qu'est-ce que tu trouves d'universel dans ces médias? Alors même qu'ils ont une vision du monde qui est partiale, comme toute vision du monde d'ailleurs. En fait, je trouve que c'est un peu de la démagogie inversée. Quand s'attaquer, les médias classiques s'attaquent aux plus faibles. Les médias comme ça s'attaquent aux plus forts. Et au moins
tu peux attaquer Macron, il n'y a pas grand-chose. Mais tu attaques une meuf qui est voilée, qui est toute seule. Tu n'attaques pas la même personne. Mais est-ce que c'est pas ça exactement l'opposition qu'il y a maintenant entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux? Il est important, je pense, pour la masse, la France d'en bas, comme disait ce bon vieux Raffarino, qu'elle comprenne, qu'elle sache comment les choses fonctionnent. Et ces médias-là, en tout cas, ont cette vocation, ce que je trouve déjà pas mal. Parce qu'on ne t'explique pas c'est quoi des dividendes. Parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas de thunes, on leur explique pas comment le système fonctionne. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que la seule manière de faire de l'argent, c'est d'investir en bourse, c'est d'avoir un business c'est d'être hyper capitaliste. Sinon, tu ne peux pas faire d'argent. Donc sinon, tu es là, tu es comme une souris qui tourne, un hamster qui tourne dans son truc. Et si on ne te l'apprend pas, parce qu'on ne te l'apprend pas vraiment quand tu es petit. Donc ça a au moins cette chose-là. Sinon, le jeu, il reste le même. Tu as des gens qui ont écrit des règles du jeu et les autres qui jouent au jeu. Et en soi, ils sont toujours dans le jeu et les autres qui ont les règles, qui jettent les dés. Donc c'est pas plus mal. Moi, tu vois, par exemple, j'ai appris toutes ces choses-là avec certains médias et même en essayant d'apprendre tout seul, sans vouloir défoncer les gens qui ont les règles du jeu, mais au moins de les comprendre. Au moins de les comprendre. Tu peux pas jouer si tu ne comprends pas les règles. On te dit va à droite, va à gauche, va devant, va derrière. Ok, tu sais pourquoi? Ah, fais-le, c'est tout. Ouais. Quel média tu t'informes? Tu vas où pour t'informer? Il faut, en fait, je pense que c'est important de multiplier les sources, c'est indispensable. Donc les chaînes, certains youtubeurs tu vois qu'eux ils font de la recherche, ils font beaucoup de recherche, parce qu'en fait pour avoir je me rends compte en écrivant mon spectacle, j'ai écrit un spectacle sur l'argent par exemple, j'ai dû lire Karl Marx pour écrire un spectacle, lire sur les blagues, j'ai dû lire Le Capital qui fait 3000 pages presque. En fait pour avoir lu les 3000 pages? J'ai arrêté au tome 1 et après ce gars-là n'a pas dû baiser beaucoup, parce que putain pour écrire ça, oh là là. Mais pour avoir pour connaître, tu es obligé de. C'est comme. C'est de l'entonnoir. Enfin, tu lis 1000 mots pour en sortir juste une lettre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu écris une blague. C'est que tu lis beaucoup pour en garder un petit peu. Et même si tu ne l'utilises pas tout le temps, au moins c'est dans ta tête et tu as le schéma. C'est comme si Eiffel, en construisant la tour Eiffel, il avait fait attention qu'au boulon. Tu as besoin d'avoir toute l'architecture. Donc je m'informe avec des chaînes YouTube, des articles. J'ai pas peur de payer. Je pense que la presse gratuite, l'information gratuite faut pas en vouloir à l'être humain. Tu vois, c'est gratuit. L'objectif n'est pas vas-y. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est quoi les médias auxquels tu es abonné? Je change très régulièrement. Là, en ce moment, je suis abonné à Society. Que je trouve que Society qui a une très belle ligne éditoriale. Je suis les gars, Franck Hanès qui est le créateur, qui a un état d'esprit qui est assez cool. Ouais. J'aime bien le Time, j'aime bien, je continue à lire le Time. Le Courrier International, ouais. C'est pas facile d'avoir des infos sur le reste du monde. Après, donc pas mal de youtubeurs ou de chaînes d'infos. Et la télé, vraiment, je n'y arrive pas. Et donc, toi qui n'y arrives pas avec la télé, je présume que tu trouves quand même que, vu ce que tu m'as cité, Internet, ça nous a apporté beaucoup en termes d'information. Ouais. En fait, l'avantage d'Internet, c'est que l'accès, il est là. Mais le problème en même temps, c'est que personne ne va au-delà de la deuxième page de Google. Donc même si tu regardes les recherches d'Internet, tout le monde va regarder la même chose. Il faut savoir aller un petit peu plus loin que ce que le SEO t'emmène. Donc il faut être un peu curieux. En fait, si tu veux la bonne information, il faut être un peu curieux. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre ta façon de t'informer et celle de tes parents? Celle de mes parents? Ouais. Ah bah littéralement, celle de mes parents. Ils s'informent comment tes parents? C'est la télé, BFM TV. Hein. Ah ouais, et donc vous vous écharpez parce que vous ne voyez pas du tout le monde de la même manière? Ah non, on se parle même plus de ça, trop, hein, pour pas créer de conflits. Ouais. Vous en avez eu ces fameuses discussions genre politique à table qui explosent Un peu, ouais. Maintenant, on sait que, comme je disais tout à l'heure, un adulte, moi je parle plus avec les adultes, c'est sans arrogance, c'est qu'en fait, et moi y compris, hein, c'est que tu peux pas convaincre un adulte. C'est trop ancré. C'est des débats, tu peux parler pendant 4 heures à quelqu'un et ça va rien changer. Ouais. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est de la perte de temps. Je vais pas changer mon père. C'est trop tard.
Mais ça, c'est que ça y est, t'as passé la trentaine, t'as compris, c'est la sagesse, on accepte les gens comme ils Ouais. sont, et on n'est plus dans la révolte d'ado à vouloir changer des gens qui vont pas changer. Non. Et take it or leave it, quoi. Et toi qui as grandi avec, enfin, pas dans ta tendre enfance, mais t'as vu l'irruption d'Internet, Ouais. on a vu, moi je l'ai beaucoup vu, et comme tout le monde, le changement notamment des réseaux sociaux, voilà, entre la façon dont ils fonctionnaient à l'origine et aujourd'hui. Qu'est-ce qui te Ce marque qu'il fait, lui, c'est un ouf. dans la façon... Il est sérieux. Ah ouais. Ça, c'est un sauvage. C'est ça, un sauvage. Bref, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont tu appréhendes Internet depuis son apparition à aujourd'hui? Tu peux me dire rien, hein, rien de spécial. Je me méfie. Avant, je me méfiais pas. Aujourd'hui, je me méfie d'Internet. Parce qu'en fait, si tu tapes n'importe quoi sur Internet, tu vas le trouver. C'est Roman Fressinet. Je suis beaucoup les humoristes parce qu'en fait, je pense que bon, c'est ta communauté, c'est ton C'est séparatisme. ma communauté. Et en fait, je pense qu'on sous-estime l'humour, c'est qu'avant de faire des blagues, on a réfléchi énormément avant de les faire. Et il dit un truc tout con, c'est qu'il fait quel que soit ce que tu dis, tu vas trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi sur Internet. Quel que soit tu dis que tu t'aimes prendre des plumes dans le cul avec du pétrole, il va trouver quelqu'un qui va aimer ça aussi. Donc tu peux pas faire confiance. Il y a trop, on est 8 milliards. 8 milliards, c'est énorme. En fait, ce chiffre-là, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un chiffre énorme. Donc ça donne une probabilité énorme. Tu ne peux pas. Il y a forcément quelqu'un qui va être OK. Ouais, c'est Moi, ça. des fois, je tape des trucs pour rigoler, mais tu tombes sur des clichés. Tu tapes les noirs sont. Tu vas voir ce que quand tu vas Ouais, tomber. je l'ai déjà fait avec les juifs, c'est dingue. Enfin, c'est dingue, ça n'a rien de surprenant en Ouais. fait. Et un monde comme celui d'Internet, où tout est accessible, Ouais. est-ce que, tu m'as donné une partie de la réponse, hein, et ce que tu as dit tout à l'heure qui était très juste, est-ce que c'est ouverture sur les autres ou bien enfermement avec ceux qui pensent comme toi, qui voient le monde comme toi? Ouais, je pense que malheureusement, l'outil le permet de s'ouvrir sur les autres, mais il n'est pas utilisé comme tel. C'est un enfermement, c'est des groupes, que ce soit des groupes Facebook, ceux qui aiment ça, ceux qui aiment ça. L'outil, il n'est pas... En fait, il y a trop, l'outil, il nous dépasse, il y a trop de choses. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. C'est qu'on voit bien, toi, Ouais. t'es curieux, Ouais. t'es allé chercher d'autres choses. Moi, je crois être à peu près comme ça. Enfin, ça dépend dans quel pan de ma vie. Et t'es quand même en train de dire que la propension naturelle des êtres humains, Ouais. c'est de s'enfermer avec ceux qui sont comme eux. Mais pourtant, on n'est pas tous comme ça. Pourquoi il y en a certains qui ont besoin de ça et d'autres qui, au contraire, vont aller chercher à ouvrir leurs chakras, à ouvrir leurs horizons? Ça dépend, là, je pense, que l'ouverture que tu as pu... Il ne faut pas oublier que la manière dont on vit, elle est quasiment la même pour tout le monde. Ok, tu nais, tu as un enfant, tu vas à la crèche, tu vas en primaire, maternelle, tu vas à l'école, tu fais des études. Donc c'est à ce moment-là qu'on forme la majorité des pensées. Donc la plupart des gens, c'est normal qu'ils aient la même manière de réagir. Ceux qui ne pensent pas pareil, ils sont mine de rien minoritaires parce que c'est bizarre qu'ils n'ont pas cette manière de... On nous a appris à être comme ça. Donc ceux qui ne le sont pas sont logiquement minoritaires. Donc c'est comme si tu avais fait un rejet de ce que tu as appris pendant longtemps. Le fait que quand tu sors, tu prends moi qui ai fait une école de commerce et j'ai appris qui sort de banlieue. Normalement, tu sors de banlieue, tu t'apprends quand même globalement à vivre entre toi. Tu sors d'école, tu apprends à créer des... On est où là? Goussainville, on sort à Goussainville. Goussainville, Yes. c'est une belle ville de banlieue qui est très difficile. J'ai des potes à Goussainville. C'est une ville dortoir. C'est une Ouais. catastrophe d'avoir créé une ville comme ça. Cette ville est une... Enfin, Et là, c'est une autre discussion, c'est que pourquoi on a créé des villes comme ça? C'est une ville dortoir, il n'y a pas de culture, enfin, il y a très peu de choses, les gens sont entassés. Medine, il disait cette phrase que j'aime beaucoup, les hommes sont comme des pommes, tu les entasses et ils pourrissent. Et les villes de banlieue comme ça ont été créées, j'ai l'impression, pour que les gens pourrissent. Ouais. Parce qu'ils sont entassés, c'est normal. Les bâtiments n'ont pas été construits pour durer très longtemps, ils sont encore dedans, ils sont gris, ils sont moches, et pas très loin, tu fais quelques kilomètres, tu vois des mecs qui ont des belles maisons. Humainement, intrinsèquement, t'es jaloux de ça. Tu vois, les hommes sont comme des pommes, mettez-les tous ensemble, ils les vont entasses, pourrir, ils pourrissent. tu les entasses. Il y a aussi le fait d'être enfermé avec que des gens qui sont comme toi, on va dire. Bien sûr. Comment toi tu fais pour sortir de ce qu'on appelle sur le web ta bulle de filtre?
Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une méthode? Il faut, ça s'est fait, moi je l'ai fait à 19 ans, il faut, c'est comme, soit c'est progressif, un peu comme un oiseau qui est dans sa coquille et qui va s'étirer petit à petit, soit tu mets une patate et tu sors d'un coup. Moi c'est très simple, je sors de Sarcelles, lycée, collège Persan-Beaumont, collège ZEP, lycée Beaumont-Sauvage, lycée ZEP, DUT Sarcelles, ZEP. Je finis ça, je fais ok, il y a un moment, il faut sortir de ça. J'ai pris la carte de la France, j'ai regardé Pau, la ville la plus loin de Paris, j'ai dit je vais là-bas et je me casse. Et donc j'ai pété le truc d'un coup. Et j'ai dû m'adapter à une autre truc qui est le Sud-Ouest, qui est une autre communauté. Des mecs qui font que boire, jouer au rugby et chanter des chansons paillardes, qui est une autre communauté. Mais j'ai mis une patate dans ma sphère à moi pour en sortir. Mais cette patate, elle n'est pas facile. Quand j'étais petit, je me souviens, il y avait quand j'étais petit, j'étais ado, il y avait deux freins par rapport aux autres communautés. La communauté parisienne, qui est une autre communauté, qui est la communauté de banlieue. La première, elle était financière. Ça coûtait cher d'aller à Paris. Ouais. Donc financièrement, tu allais à Paris, le train, il coûtait 18 balles aller-retour, 18 € quand tu as 14-15 ans, c'est énorme. Tu parles même pas de manger, tu n'as rien du tout. Et tes darons, en général, ils sont ouvriers, femmes de ménage, donc ils ne sont pas blindés. Ça correspond à 1% de leur salaire mensuel, même 2-3%. Donc ça fait que tu vas pas à Paris parce que c'est cher. Et en plus, tu connais pas les codes de la ville. Donc tu restes avec les gens dont tu connais les codes. Qu'est-ce que ça t'a apporté donc d'aller vivre à Pau? Ça m'a apporté de vivre avec d'autres personnes d'autres types de personnes. Mais c'était une communauté, hein, également. Communauté, l'école de commerce, c'est une communauté, par exemple. Hein. C'est un cercle. Tu ne traînes pas avec les autres gens, tu restes entre eux. C'est un cercle. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des cercles les plus, les plus arrogants que j'ai pu connaître. Le cercle banlieusard, c'est le cercle, on va dire, le plus vigoureux, le plus contestataire. Le cercle que j'ai eu d'école, c'est le plus arrogant, qui se la raconte par rapport aux autres cercles. Le cercle artistique, c'est le plus... peut-être, il a un côté... il est autiste un peu, c'est-à-dire que tu rentres pas dedans comme ça. Il y a un truc que je pense qui est important, les langues. Ma copine, moi, elle est espagnole, par exemple. Le fait que tu parles qu'une langue, aujourd'hui, ça te réduit parce que déjà, tu sors pas, je pense que tu parles pas d'autres, que tu parles que français, tu vas rester qu'en France. Tu as tendance à avoir peur d'aller vivre une expérience. Moi, j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu à Londres, j'ai pas peur d'aller dans ce genre d'endroits-là. Donc la langue est importante. Je pense que c'est très important d'apprendre d'autres langues aux jeunes. Je parle créole aujourd'hui, je peux faire du business avec Haïti. Avant, je ne pouvais pas. Donc pour rentrer dans le cercle haïtien, j'ai dû apprendre le créole. Tu vois, pour rentrer dans les cercles haïtiens, j'ai dû apprendre le créole. Ouais. Tu trouves pas que Zemmour, il a raison? Alors je devrais peut-être pas le citer, Zemmour. Dis-moi. Quand il dit, merde, les rebeux, ils prennent jamais de prénom français. Est-ce que... Bien sûr que je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'on choisit un prénom pas français qu'on est une anti-république et un terroriste, mais est-ce qu'on ne va pas là afficher quand on est rebeu, j'ai pas vraiment envie d'apprendre vos trucs. Alors, d'être avec vous. Disons que toi tu es français, tu vas vivre dans un autre pays, je sais pas, en Australie ou aux États-Unis. Est-ce que tu donnerais à ton enfant un prénom américain? Après, tu peux faire des passerelles. Par exemple, mais pourquoi il n'y a que les rebeux qui font ça? Non, je suis pas d'accord. Ou presque. À peu de choses près, presque. Un rebeu qui s'appelle Mathieu, t'en as à peu près pas. Il y a des prénoms passerelles, je sais pas, le prénom Eddie, c'est un prénom. Il y a des prénoms passerelles, il y a le prénom Léon, le prénom, le prénom Lila, c'est des prénoms passerelles un peu, tu vois, qui sont... je pense qu'il y a ce côté appartenance qui est très fort, mais... le prénom Mohamed, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit aussi utilisé aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il faudrait regarder. Ah, mais j'en suis quasi certain. Je regarde. Parce qu'en fait, là, moi, les petits, mais c'est sûr. Moi, je donne des cours d'échecs à des petits en banlieue. Ils s'appellent tous Dylan. Ils ont des prénoms un peu comme ça. J'ai pas partout. J'ai pas de Mohamed. Hein. Ouais, j'ai pas de. D'accord. J'ai beaucoup moins. Ça à vérifier. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que les noms de Mohamed, Rachid, Kamel, c'était la première génération. Donc il ne faut pas demander à des gens qui viennent à peine d'arriver dans le pays, d'avoir les connaissances d'autres pays. À vérifier. Là, je dirais que si ça reste comme ça, si jamais aujourd'hui, tous les rebeux avaient donné le même nom à leurs enfants. Ouais. Et je t'assure, j'en suis pas sûr.
tu vois, tu m'as parlé de Black Lives Matter tout à l'heure. Ouais. On peut parler également victimes d'inceste qui se mettent à dévoiler ce qu'elles ont subi, ce qu'ils ont subi. Ça devient très fort. Tout le monde raconte son intimité. Ouais. Bah, le Tu problème. trouves que c'est salutaire, que comme ça nous éclaire sur des réalités ignorées ou que c'est obscène? C'est le problème là, c'est que déjà tu viens de faire une énumération. C'est que on arrive à, comme il y a beaucoup de revendications, ça devient une énumération, et qui dit énumération dit moins crédible. Parce que la somme, ça fait la même chose qu'Internet, c'est que la masse tue le combat. Pardon, la masse tue le combat, alors qu'il y a des choses très profondes, je pense, derrière chaque combat, chaque personne. Mais aujourd'hui, on est dans s'il n'y a pas 1000 personnes qui ont signé cette pétition ou 10 000, le truc n'est pas sérieux. Donc, est-ce que c'est bien? Ça, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, j'ai eu des attouchements quand j'étais petit. Tu sais, enfin, je ne suis pas dans une cause de l'être, mais je peux comprendre qu'il y en a qui le soient dedans. Tu vois, je peux comprendre qu'il y en a qui ont envie de le dire pour pas que ça se reproduise. Parce toi, que tu n'as pas eu besoin de le faire exploser. Non, j'en ai pas eu besoin, mais je comprends que. Et c'est un truc qui me fait mal de savoir qu'il y a des adultes fous comme ça qui traînent. Donc leur combat, il est noble, et que si on peut éviter qu'il y ait des enfants qui se fassent toucher, ouais, bah dites-le. Parce que si personne ne le dit, il y a une phrase qui dit que le mal se développe à cause de l'inaction des gens de bien. Quand tu dis rien, les trucs continuent, hein. Donc il faut dire, ouais, c'est relou parce qu'il y a beaucoup. En fait, ce qui est relou, c'est parce que on a plus le temps, on veut plus donner le temps à prendre du temps aux choses. Ok, là, il y a cette cause-là. Aujourd'hui, même les causes, c'est comme Tinder, c'est comme c'est des fils. Ok, là c'est les chats battus, là c'est les gays trucs, là ensuite c'est les Rohingyas. Ensuite, et en fait, il y a trop de causes. L'être humain n'est pas capable d'avoir autant d'amour pour tout ça. Donc, en fait, il a de l'amour pour pratiquement plus rien. Et les cris sont des cris sourds. C'est un peu dommage, c'est un peu triste. Hein. Et il faudra trouver une autre solution. Mais et puis chaque combat, même s'ils sont sur des moments en même temps, sont des combats individuels et ils avancent. Je pense que chaque combat avance, chacun à leur rythme. Donc c'est important en fait. Non, même si ça a l'air chiant, globalement c'est important. Et tu es sensible à la politique? Dans le sens étymologique du terme, vie de la cité, police, oui, bien entendu, parce que c'est un job de gérer des communautés. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que à la base, même si avec tous les défauts que pouvait avoir la démocratie grecque, de l'agora, tout ça, c'est qu'aujourd'hui les villes et les pays sont trop grands, il y a trop de gens. C'est pas applicable. Il y a trop de gens, c'est impossible de diriger 70 millions comme tu gères une petite ville. Pour moi, les vrais mecs qui ont du pouvoir et qu'on devrait plus écouter, c'est les maires. Moi, le maire, c'est le niveau maximum de la gestion. Les régions, c'est n'importe quoi. Les trucs, il y a trop de gens. Dès l'instant, il y a trop de gens, il y a trop de paramètres, c'est trop compliqué. Donc tu réduis ça. Je suis pour une décentralisation entre guillemets des choses pour pouvoir gérer humainement. Un père de famille, c'est déjà sa famille, il va avoir du mal à gérer un père ou une mère, à gérer 25 familles, c'est normal en fait. À ton avis, pourquoi tout ce débat qui on a l'impression qu'il n'en finit jamais et qu'on n'en est qu'au début, sur l'identité, les communautés, le vivre ensemble, il est si électrique aujourd'hui? Pourquoi tout le monde se met sur la gueule? En fait, la France, je pense que le petit souci qu'il y a, c'est qu'elle s'arrête sur un moment de l'histoire il y a une photo de la France à un moment, et on essaye de ressembler à ce moment-là. Sauf que la France, c'est un pays qui a toujours été en mouvement. L'unité française, c'est faite géographiquement. Elle a toujours été très différente. Et là, on essaie de la rendre l'unité un peu différente sur des trucs plus théologiques. Et ça rend le truc un peu plus compliqué, je pense. C'est-à-dire, alors... la nature, elle est... Tu as été assez vague, là. Dis-moi. Quelle est l'image de la France? À quel moment on voudrait la figer? Sur le catholicisme, il y a 200 ans. Alors qu'il y a des catholiques qui sont 4 aujourd'hui. On ne devrait pas parler autant de religion. Je pense qu'on ne devrait pas en parler autant. Pourquoi dans notre pays, le débat, Ouais. d'une manière générale, le débat public, il est si électrique? Parce que c'est binaire, parce que malheureusement, et c'est des camps qui s'opposent. Pour moi, malheureusement, c'est le côté adulte, c'est que c'est dur de convaincre l'autre. C'est comme un couple qui se dispute.
il ne veut même pas savoir qui a raison, que l'autre il a raison ou la tort. C'est toi, tu veux garder tes positions. Et c'est ça qui rend la chose extrêmement difficile. Bah, quand tu veux gagner, quoi. Quand tu veux gagner, ouais, tu veux gagner. Et surtout à la télé. C'est pour ça que la télé, c'est pas bon. Quelqu'un, tu mets des personnes sur une émission de télé, tu imagines la force mentale qu'il faut pour dire ok, vous avez raison, j'ai perdu. J'ai peut-être tort depuis toutes ces années. Mais personne, tu vas te battre comme une pauvre merde pour dire que tu as raison, jusqu'à inventer des trucs. Sauf si tu as l'ego en bonne santé. Sauf si tu es capable de. Oui, c'est ça. Tu as appris à perdre. Tu as appris à avoir tort. On n'apprend pas à avoir. Tu as appris à douter. Il faut douter, wesh. On est qui? On doit douter. On doute pas. Nous, aujourd'hui, on doute plus. Ouais, non, si le vaccin, c'est pas bon. T'es qui pour savoir? Ouais, non, il faut faire. Non, mais t'es qui? Doute. Il faut douter quand même. Je veux la refaire, cette phrase. Je doute donc je suis, wesh. Je trouve que ce que tu me dis sur la France, c'est pas forcément très enthousiasmant, mais toi, où tu veux aller, toi, certes. On va essayer. Tu sais, le truc, c'est mourir en essayant. C'est pas parce que l'objectif, il est colossal qu'il faut pas essayer. Essayer quoi, alors? Essayer d'ouvrir l'esprit au maximum. Mais j'essaye d'être, moi, par ma petite vie, d'être un exemple, un contre-exemple en même temps. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir me mettre dans une case. Parce que en fait, tu arrêtes d'essayer de mettre les gens dans des cases. Et c'est en donnant, en faisant que les gens en faisant, qui vont être de plus en plus difficiles à caser. Ouais, les musulmans sont pas bien, les banlieusards sont trucs. Ça doit pas être binaire. Ça peut pas... Et pour sortir du binaire, on fait quoi alors? Il faut rendre le discours plus compliqué en faisant les sportifs. Par moment, ils rendent le truc non binaire. Ouais, ça fait le foot rend non binaire le truc. Ouais, putain, bon, ok, les rebeux ils peuvent faire des trucs cool en fait. Hein. Zidane il est fort. Hein. À ce moment-là, c'est non binaire. Comment dire je sais pas moi, que Kerry James il chante avec Aznavour, des phases Aznavour, c'est non binaire. Ah putain, ok. En fait, en faisant des choses, tu pètes ces trucs de binarité. Donc en gros, il faut une nation d'entrepreneurs. Il faut une nation d'entrepreneurs social, parce que sinon, il faut, en fait, faut utiliser son énergie dans ce sens-là. Je pense qu'on a une nouvelle. Le truc, c'est que l'argent nous donne un objectif on a essayé que l'argent soit notre nouvelle religion. Mais l'argent ne sera jamais notre nouvelle religion. Parce qu'elle ne répond pas à toutes les choses. On a tenté. La religion a été créée pour être ça. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose que l'argent. Il faut trouver autre chose. La religion a peut-être fonctionné à un moment et je ne sais même pas, parce que, comme on dit, c'était mieux avant, soi-disant. Et le nouveau truc, c'est cette phase, je vais le dire, hein, mais c'est cet humanisme en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est l'amour. Cet amour, je disais dans mes textes, et je le sens vraiment, j'écris des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Je continuerai jusqu'au bout, c'est ma seule résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde comme si on était tous connectés depuis notre première seconde. Et ça, je le ressens vraiment. Est-ce que c'est possible, tu crois, en 2021, de se projeter à long terme? Genre dans un avenir désirable? C'est très compliqué. Parce qu'on n'apprend pas à le faire, parce que la technologie nous empêche de le faire. Elle est trop rapide. On raisonne en saison maintenant. En saison, en série, c'est comme ça un peu qu'on raisonne. Et puis le Covid là. C'est marrant ce que tu as dit, on raisonne en saison. Bah oui, c'était comme ça avant aussi. Ouais. Mais pas les mêmes saisons. Ouais. Mais pas les mêmes saisons. Ouais. Et toi alors, tu serais collapsologue ou techno-optimiste? Même si l'avenir il est incertain, il faut le préparer. Ouais. Donc il faut, et moi en fait, et ça passe par l'apprentissage de beaucoup de choses, ça passe par l'adaptabilité. Je pense qu'il faut qu'on multiplie notre adaptabilité et utiliser la technologie dans ce sens-là. Plus on sera adaptable, plus on pourra répondre à différentes situations. Et en fait, le problème, je pense qu'on peut avoir, c'est qu'on n'est pas capable de répondre à beaucoup de situations parce qu'on ne les a pas apprises. On n'a pas. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'aux enfants de demain, qu'on leur apprenne, les communautés, elles existent, dans le sens positif comme négatif. Il ne faut pas cacher les choses. L'argent, il existe, dans le sens positif comme négatif. Et en fait, c'est apprendre la technique pour être un bon artiste. En fait, c'est ça. Un bon artiste, je fais le parallèle avec l'artistique, un bon artiste, un bon footballeur, un bon truc, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique pour pouvoir ensuite être dans la création et être dans l'adaptation. Tu peux pas être Hendrix si tu n'as pas appris à faire tes gammes.
Tu as besoin de ça. Et tu ne peux pas bien comprendre, essayer de visualiser le futur si tu ne comprends pas la technique. La technique, c'est le comportement du consommateur, la psychologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la religion. Il faut comprendre en fait ces différentes choses pour pouvoir prendre les décisions les plus intéressantes possibles. Ah, bref, bosser les gens, quoi. Bosser les gens, ouais, mais les faire bosser pour que notre cerveau il soit utilisé un peu plus que ce qu'on nous dit. L'école, tu vois, enfin, il y a un moment où il faut accepter que c'est pas normal que tu prennes 15 ans de ta vie pour retenir 1% de ce que tu as appris. Il y a un moment où il faut l'accepter, que c'est pas parce que ça a été créé il y a 300 ans que c'est encore valable de cette manière-là. Il faut accepter que remettre à jour les choses, updater le logiciel. Je vois écrit, tu vois, Bondy. Ici, le succès est enfant de l'audace. Ouais, c'est une jolie phrase. Ici, liberté et fraternité font la différence. Bondy, ville des possibles. Et ça, audace. c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Ouais, et c'est une belle phrase à enseigner aux enfants. Ouais. Et pourquoi cette phrase, elle est là? Parce que tu sais que dans le 16e, il n'y a pas besoin de mettre cette phrase-là. Moi qui ai été en partie à l'école dans le 16e, on me disait surtout pas d'être audacieux. Hein. Là, on sait que s'ils veulent qu'ils soient plus que ce qu'ils espèrent, il n'y a pas de choix que d'être audacieux. C'est Nike. Hein? C'est Nike. Qui a dit ça? Il y a la virgule juste à côté. Donc c'est Nike. Ouais. Ah, le business. Ok. C'est pas très politique comme phrase, hein, ouais. Mais c'était joli. Non, tu te souviens, au premier confinement, beaucoup de gens ont parlé du monde d'après. Ouais. Tu crois qu'il va y avoir un monde d'après? Faut arrêter d'y croire, en fait. Il faut le créer. Sur les médicaments, mettons, sur les bouteilles d'alcool, depuis très peu, il y a un pictogramme avec une femme enceinte barrée. Ouais. Ça, c'est un truc qui est très récent. Je sais pas si vous savez, avant, il n'y avait pas ça. Mhm. L'histoire de ce pictogramme, elle est hyper belle. C'est une mère, il y a une dizaine d'années de ça, qui a accouché d'un enfant qui était autiste, qui était malade. Elle était persuadée que c'était les médicaments qu'on lui a donnés pendant sa grossesse qui l'ont rendu malade. Donc, ce médicament donné par Sanofi. Elle a essayé de le prouver. Les gens disent non, Sanofi, on dit non. Mère toute seule, hein, du fin fond d'une province française, contre Sanofi Aventis. Il n'y a pas match, hein, normalement. La dame, elle dit, je sais que c'est vos médicaments qui m'ont rendu malade. Elle s'est pris la tête, elle a cherché, elle a trouvé d'autres femmes qui ont eu leurs enfants, qui ont été également autistes à cause de ce médicament-là. Elle est partie, elles se sont réunies entre elles. Elles se sont réunies entre elles pour créer une association. Là, il y a un avocat qui a vu ces dizaines de femmes, ces mères se réunir. Il a décidé de porter le truc. Il a réussi à avoir des rendez-vous contre Sanofi pour leur dire ça. Ils ont lancé une enquête. La dame, elle est partie porter le truc à la Commission européenne. Elle est arrivée à la Commission européenne avec ce logo-là. Elle a dit, je veux... Sanofi, en fait, ce qu'ils voulaient dire, ils ont fini par accepter, entre guillemets. Ils ont dit, ouais, on va marquer une phrase. Ce médicament peut être dangereux pour les femmes enceintes. Elle dit, non, il y a des femmes qui ne savent pas lire dans le monde. Il faut que le truc soit visible. C'est elle qui l'a dessiné. Elle est partie à la Commission européenne, ils ont validé le truc. Cette dame toute seule, là, aujourd'hui, elle fait que sur tous les médicaments dangereux et sur toutes les boissons alcoolisées, il y a un logo interdit pour les femmes enceintes pour que leurs enfants ne soient pas malades. C'est une dame toute seule à la base. Ouais, donc tu as raison. Elle s'est battue. On peut avoir une influence sur l'histoire, même si on est tout petit. Exactement. Ouais, donc tu n'es pas désespéré. Mais il faut des guerriers. Il faut des guerriers. Parce que le combat en face, le gars, il est costaud. Hein. Et le seul truc qui te donne autant d'énergie, c'est le cœur. Elle, c'était son enfant. C'est pour ça que les enfants, c'est important de leur apprendre ce que c'est l'injustice. Parce qu'en fait, je le disais dans un de mes textes, c'est pourquoi je travaille autant avec les enfants. C'est qu'en fait, l'abbé Pierre le disait, c'est que les enfants, ils vont pas aimer l'injustice, ils vont pas la comprendre. Et s'ils la comprennent pas, elle va les énerver dès qu'ils sont enfants. Et ils vont rester avec cette espèce de « mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal ». Ça va faire des adultes qui aiment pas l'injustice et ils vont se battre pour ça. Alors que si ce sentiment, il va se développer en eux. C'est les enfants ou c'est une mère qui défend son enfant, qui veut pas que d'autres enfants soient comme ça. C'est ça, c'est l'amour qui crée, c'est l'amour. C'est l'amour.